en 1961. Je suis entrée au couvent, j'avais 8 ans à l'époque. Ça a été un choc la première fois que je suis arrivée parce que j'arrivais en ville. C'était grand, le couvent était très grand. Puis de voir les sœurs de la Providence, elles étaient vêtues de noir, avec leurs coiffes blanches. J'avais peur. Mais le matin, on se réveillait, on se levait. Moi, j'oublierai jamais, on avait notre prière à genoux, puis il fallait se mettre à genoux pour prier. Puis là, une fois que c'était terminé, bon, on s'habillait, on s'en allait manger. Le dortoir était juste de ce côté-là. Après, on faisait le ménage. Moi, je détestais ça, là. Je détestais vraiment cette partie-là, mais on n'avait pas le choix. On avait une pause pour manger, puis on allait jouer, on faisait la récréation dehors, là. On se promenait, puis on essayait de faire des activités, des balançoires, etc. C'était vraiment le fun. L'hiver aussi, on s'en allait dehors, on glissait, toutes sortes de choses. Même s'il faisait froid, c'était pas grave, on s'en allait dehors. C'est sûr qu'autrefois, les sœurs avaient peur qu'on signe. Les gens qui signaient étaient vus comme étant déficients, des gens incapables de parler, donc ils signaient à la place. On voulait forcer les élèves sourds à apprendre à parler. C'est aussi simple que ça. Je te rappelle les sœurs là, qui nous enseignaient, je vais vous montrer. Là, ils mettaient la main comme ça. Oui, pour B, B. Là, disons que Jeanne-Mance, c'est la professeure, moi, je suis la sourde. Là, pour essayer de copier le son, c'est comme ça qu'on faisait. On ne devait pas faire de signes, et puis j'en ai toujours fait pareil. Parce que il faut atteindre l'intelligence. Il faut... ce qui est important, c'est que la personne comprenne, pas apprenne, comprenne. Dans le temps, on arrivait en septembre. Puis à Noël, on sortait pas vraiment. Là, on restait jusqu'en juin. Les fins de semaine, on restait ici toujours. C'était comme ma maison à moi, ici. Quand on a donné la permission de sortir le dimanche, tout dimanche, si elles voulaient sortir. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elles allaient chercher leur petit cavalier puis ils venaient l'amener pour regarder un film chez nous avec moi. Parce que j'interprétais le film. La transition vers le système laïque, là, je pense qu'une des premières choses, ça a été que les commissions scolaires sont devenues responsables de l'enseignement aux personnes ayant des déficiences là, de leur territoire. Bon, parallèlement à ça, a commencé à se développer l'idée là, de centre de réadaptation. Le mandat, en fait, d'hébergement, scolarisation, s'est terminé au moment où on est passé à un mandat de réadaptation. Et là, ça a été à mon avis, ça a été un très beau virage. En fait, c'était pas seulement nous qui prenions ce virage-là, c'était l'ensemble des services à la société, des services sociaux. Là, il y a toutes sortes de spécialistes qui se sont joints. Bon, c'est sûr qu'il y avait des éducateurs, des éducatrices, il y a des orthophonistes qui sont venus travailler ici, des audiologistes, psychologues, éventuellement des travailleuses sociales, travailleurs sociaux. En fait, moi, je suis arrivée à Paul-Gardé, à l'ISM, en décembre 82. J'avais déjà fait un stage l'année d'avant aussi à l'ISM. Il y avait 3 orthophonistes à l'époque, et puis il y avait un audiologiste qui était là une journée par semaine. Il y avait une psychomotricienne qui venait une fois de temps en temps pour certains dossiers. Puis il y avait 2 psychologues, mais à temps très partiel. Fait que c'est vraiment une très, très petite équipe. Aux alentours des années 80,
on a commencé à mettre sur pied un programme de cours de l'SQ offert à la population. Au tout début, les étudiants venaient, il y en avait environ 35. Quand je suis arrivée à l'Institut Raymond Devoir, on était dans un esprit de développement de services. Hein? On voulait éventuellement offrir plus aux adultes et aux aînés et aussi développer davantage encore au niveau des enfants, c'est certain, notamment la stimulation précoce. Dès 1986, on a mis sur pied des premiers groupes d'intervention pour les personnes qui ont des acouphènes. Et tu avais le programme surdicité. Parce qu'il y avait des enfants sourds-aveugles. On était des pionniers, nous autres, là-dedans. Là. Lorsque j'étais à l'université, on nous disait, bien, il ne faut pas juste diagnostiquer la surdité, il faut faire de la réadaptation. Mais ça restait tellement un concept abstrait. Tu sais, oui, OK, arrêtez de nous dire qu'il faut faire de la réadaptation. Mais c'est quoi de la réadaptation avec des personnes sourdes malentendantes, tu sais? Fait que la seule façon de le savoir, il fallait venir faire un stage à l'IRD, il fallait voir comment ça se faisait. Dans le monde, en général, tu étais soit dans un centre où l'oralisme était la modalité d'intervention, puis ou dans d'autres centres où, là, c'était d'utiliser des signes. Ils voulaient qu'on s'affiche, puis nous autres, on a toujours résisté, puis on disait, non, nous, on a une approche centrée sur la personne. Puis c'est drôle, ça revient, ça, l'approche centrée sur la personne. Parce qu'on disait, c'est pas ça, c'est l'enfant, la famille arrive avec un bébé, un enfant en développement. On va se centrer sur les besoins de ce bébé et de cette famille-là. Puis ça fonctionnait très bien avec les familles. Je pense qu'à l'époque, on cherchait beaucoup à recréer un climat de famille. On souhaitait que les parents du programme 0-4 ans se côtoient, vivent des choses ensemble. C'était des gros changements. Moi, j'y voyais des avantages. À ce qu'on commence à donner des services comme ça à l'ensemble de la population, je trouvais que c'était correct, là. Ça a eu un impact particulier sur la communauté sourde parce que les personnes sourdes oralistes, on pourrait dire, là, sont devenues la majorité de notre clientèle. En fait, le programme sourd a été créé pour garder une expertise en langue des signes. Donc, le programme sourd, c'est des gens qui communiquaient déjà en langue des signes, qui connaissaient la culture, la communauté sourde, qui interviennent directement en langue des signes. Et maintenant, je dirais en moyenne, par année, on a entre 800 et 1000 étudiants par année. L'école ici, c'est l'histoire des filles sourdes. C'est précieux de garder, c'est emblématique pour nous. C'est dommage de déménager, ça nous attriste de perdre ces locaux aussi remplis d'histoire. J'ai des clientes adultes qui sont venues à l'école ici, là, qui se rappellent des souvenirs quand ils prennent le petit escalier pour qu'on aille faire nos tests en cabine. Combien de fois des clients m'ont dit « C'est comme ma maison, l'Institut Raymond Devoir ». Combien m'ont dit « Quand je rentre ici, je me sens chez moi ». Je trouvais ça intéressant que ce milieu soit un milieu pour eux parce que souvent, ils sont dans des milieux d'entendants. Ça me faisait beaucoup plaisir quand j'entendais ça, puis j'espère qu'on va pouvoir être capable de recréer quelque chose de similaire. On va être séparés du programme sourd. Ici, ils voyaient, en grandissant, il y avait un minimum de contact avec les sourds parce qu'ils voyaient des sourds, ils voyaient la langue, il y avait comme une approche. Mais en étant séparés maintenant, ils verront plus tout ça et ils vont comme pas prendre conscience qu'il y en a des sourds qui signent et tout ça parce qu'ils les voient pas, ils les côtoient pas. C'est sûr qu'on est tout à fait conscient des préoccupations que nos employés, nos intervenants, même les membres de la communauté ont sur le fait qu'on divise en fait sur 2 sites. On les partage, ces préoccupations-là. Puis pour nous, ça va être important dans la transition qu'on va vivre au cours de la prochaine année, dans le fond, de se mettre les moyens ou mettre les conditions gagnantes pour que ça se fasse bien, qu'on puisse poursuivre, dans le fond, comme on faisait auparavant. Au départ, on voyait le 3800 comme étant le lieu pour les cours LSQ. Finalement, bon, manque d'espace, on s'y retrouve au 22-22. On le voit maintenant davantage comme une opportunité de faire vivre la LSQ aussi sur l'ensemble des sites. Je regarde la langue des signes, puis je vois que ça continue, l'ASL, le LSQ, le LSF, ça continue, ça perdure, ça perdure. Moi, je crois pas
qu'un jour ça va disparaître. Puis je regarde les sourds, puis je vois que les sourds oralistes, ils ont appris les signes par après, ou ceux qui ont grandi implantés ont voulu apprendre la langue des signes après, parce que c'est en nous. Puis même si c'est pas la langue qu'on a apprise, la langue est en nous et continue de vivre. Je pense qu'on a des employés, un attachement vraiment particulier pour l'Institut Raymond Dewar. C'est un centre qui a une très grande réputation. J'ai eu par l'implant à avoir des formations un peu partout, à Toronto, aux États-Unis. Quand je disais, je viens d'un centre de réadaptation, on est une trentaine de biologistes. Ah, quoi, mon Dieu! Avec des services en psychologie, tous sous un même toit. Les gens ne venaient pas de ça. D'avoir un centre comme ça, dédié aux personnes sourdes et malentendantes, ça fait... je suis pas sûre qu'il y en a un équivalent dans le monde. Je suis vraiment, sincèrement pas sûre de cette ampleur-là. Je dis, il faut être fier de ce qu'on a fait. On a vraiment bâti quelque chose qui est même un modèle à quelque part là, dans le monde. OK? Mais il ne faut rien prendre pour acquis. Il faut toujours veiller au gars. Puis 20 ans plus tard, on a des nouvelles. Oui. Comme moi, j'ai eu un sourd gestuel là, qui est champion de planche à Pagaie, à Hawaii. Le père, et 30 ans plus tard, m'a envoyé un courriel en disant « As-tu vu? Il a fait telle chose. Il a fait telle chose. » Ils réussissent, ils sont fiers de leurs jeunes. Puis la barrière n'est plus là. La barrière au niveau de la communication n'est plus là. On a travaillé pour qu'elle ne soit pas là, la barrière de la communication. Parce que l'enfant grandit d'abord dans sa famille, puis après, s'il est bien, après, il rayonne, puis il n'y en a plus de barrière à ce moment-là.